Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La rencontre inéluctable de l'art contemporain et du kitsch. Valérie Haro. Historiquement issu de l'esthétique de l'industrie culturelle et de la révolution industrielle, le kitsch participe aujourd'hui légitimement à l'esthétique des médias propre à l'ère du divertissement et surtout, c'est ce qui nous retiendra à l'art actuel. Sa rencontre amoureuse avec l'art contemporain, à la faveur du cadre esthétique de la postmodernité, interroge pour le moins, quant au sens à accorder à cet accouplement. Ce qui est surprenant dans le sens de cette rencontre, c'est le refoulement du mépris autrefois accordé au kitsch et donc à ce qui était autrefois considéré comme niaiserie et qui est maintenant accepté comme posture légitime. Un tel retournement axiologique, car c'est ce bouleversement qui nous intéresse avant tout, invite à se questionner pour savoir si cette rencontre a réellement pour objet de susciter humour, innocente ironie ou transgression émancipatrice des codes astreignants relatifs au bon goût bourgeois. Ou bien si elle n'a pas plus fondamentalement pour fonction de généraliser de façon définitive l'hyper-empirisme postmoderniste, aux fins d'aboutir à la rencontre entre l'art et la vie et de manière non consciente à l'achèvement des apostrophes. Une civilisation encore beaucoup trop humaniste. Pour amorcer cette réflexion, j'ai choisi d'observer principalement l'œuvre de Jeff Koons, en raison de son caractère emblématique et des retombées planétaires qu'elle a suscitées. Le fait que cet artiste soit la figure émergente de la scène artistique postmoderne durant les années 80 peut m'y autoriser. En effet, n'est-il pas devenu une figure de référence internationale qui ne cesse d'irradier et d'essaimer auprès de l'art contemporain, y compris dans les pays post-coloniaux ? N'est-il pas l'artiste qui a promu définitivement la réhabilitation du kitsch ? De toute évidence, par lui, le kitsch tel qu'il apparaît aujourd'hui au sein de l'art international légitime contemporain ne symbolise plus cette part d'ombre méprisable. Deuxièmement, pour mieux apprécier ce bouleversement des critères d'appréciation de l'œuvre d'art dont le kitsch est un symptôme, il est important de se souvenir du discrédit unanimement jeté sur cette esthétique, l'ayant mise au banc de l'art officiel. En témoigne particulièrement la farouche position d'un Milan Kundera, dont la grande voix intellectuelle retentissait comme énonciation d'une condamnation indépassable. Son œuvre littéraire, entièrement consacrée à dénoncer les perfidies et les effets du mensonge de cette esthétique, irradiait avec force pour faire écho à Hermann Brohr et Abraham Moll, autres célèbres pourfendeurs du kitsch, pour imprégner en profondeur le monde de l'art. Pour exemple, entre autres, le kitsch, disait Kundera, est l'esthétique des totalitarismes, celle du stalinisme et du nazisme. Il est vrai que le kitsch n'était pas seulement l'esthétique inculte et sentimentaliste des zones pavillonnaires, mais s'était éminemment fait gloire de draper de lumière enchanteresse et d'étendards vibrants les grandioses défilés militaires et les cadres de vie privée des enrichis. Enfin, relayant la fine analyse de Hermann Brohr, aux yeux de qui le kitsch est la traduction de la bêtise des idées reçues dans le langage de la beauté et de l'émotion, il n'est pas excessif de dire que Milan Kundera pourfendait, traquait le kitsch jusque dans ses moindres formes et recoins, à tel effet que cette esthétique s'en est trouvée bannie au point de représenter le sous-sol de l'enfer de l'art. On conviendra que le modernisme dominant le XXe siècle a trouvé dans les remarques de cette grande voix, ai-je dit, une des expressions les plus accomplies du rejet du kitsch. Cependant, conformément à la règle hyperempiriste postmoderne, selon laquelle tout se vaut, et que pourquoi pas ? Ou encore c'est une opinion comme une autre. Force est de constater que cette voie est aujourd'hui non pas oubliée, mais évidemment inopérante, car précisément conçue comme une loi, donc contraire à la liberté créatrice. De la réhabilitation actuelle du kitsch. On ne peut avoir oublié un article de Roxana Azimi dans le quotidien Le Monde du 25 février 2006, qui tout en se réclamant d'une posture se voulant de neutralité axiologique, rejoignait cependant le point de vue des architectes américains pour déclarer que l'époque prêtait le flanc au retour en grâce du kitsch. Son article découvrait là une légitimité pourtant bien établie. Surprise par les prix exorbitants d'objets artistiques kitsch dans les lieux de vente d'art les plus prestigieux au monde, la journaliste parvenait à la conclusion déjà bien connue du monde de l'art. Les artistes contemporains travaillent souvent avec les matériaux, le savoir-faire et les images issues de la culture populaire. En d'autres termes, ils flirtent avec le kitsch. Après un long purgatoire, le kitsch est aujourd'hui au goût du jour.
Argumentant son propos et sans vouloir porter de jugement de valeur, Roxana Azimi prenait soin d'apporter quelques preuves objectives en se référant à la valeur économique. Je la cite: « Le kitsch revu et corrigé par Koons vaut très cher. Une œuvre en céramique blanche et dorée représentant Michael Jackson et son chimpanzé Bubbles a été adjugée à 5,6 millions de dollars, 4,7 millions d'euros, en 2001 chez Sotheby's. » Avant de poursuivre, on retiendra seulement de cet article que la valeur économique attribuée aux œuvres kitsch et le lieu de légitimation de leurs transactions sont autant de signes explicites d'acquiescement envers cette esthétique et cette sensibilité artistique qui ont de toute évidence quitté depuis belle lurette les périphéries et les marges auxquelles seul un esprit moderne pourrait croire qu'elles y soient encore. Esthétique et art kitsch ne sont plus à la marge. Désormais, le kitsch connaît les cimaises les plus officielles. Et si quelques doutes persistaient dans les esprits, l'actualité de la scène artistique aura tôt fait de les lever par quelques exemples remarquables. 1. Au Palazzo Grassi de Venise. Au printemps de l'année 2006, Alison Monsieur Gingras, conservateur adjoint au musée Guggenheim de New York, conçut l'exposition inaugurale du collectionneur François Pinault. Au Palazzo Grassi de Venise, le ton du prologue fut donné par le ballon Dog 4 de couleur magenta, 1994 à 2000, flottant sur le Grand Canal. L'œuvre était signée Jeff Koons. Considéré comme le plus provoquant des artistes conceptuels américains, dont François Pinault a très tôt acquis les œuvres, l'artiste a conçu à sa manière le nouveau gardien du Palazzo Grassi. Le chien de 3 mètres de haut, repris de l'image stylistique d'un chien fait de ballons gonflables, tel qu'il est vendu dans les fêtes foraines, est ici constitué de baudruches d'aluminium peint. À l'intérieur du palais, une autre œuvre du même artiste, Hanging Art, un gros cœur en inox rouge, fidèle à l'imagerie populaire, trône suspendu entre 2 colonnes au chapiteau corinthien. 2. Au musée Guggenheim de Bilbao. Toujours situé à l'entrée du musée, la part est laissée belle à une sculpture végétale monumentale, issue de la série des Puppies dont l'artiste est encore Jeff Koons. Expliquant le choix de l'œuvre de Jeff Koons, le musée Guggenheim de Bilbao se plaît à souligner que l'artiste est mu par l'intention artistique affichée de communiquer avec les masses. D'où son inspiration puisée au langage visuel de la publicité, du marketing et de l'industrie du divertissement afin d'éprouver les frontières entre la culture haut et bas de gamme. Ainsi, sa collection de sculptures comprend des aspirateurs renfermés dans des récipients en plexiglas, des ballons de basket flottant dans des aquariums en verre et des hommages en porcelaine à Michael Jackson et à la Panthère rose. Dans la lignée de Dada et de Duchamp, enrichi de références à l'art minimaliste et pop, l'artiste conférerait à l'art un caractère de bien de consommation non classable au sein de la hiérarchie esthétique conventionnelle. 3. Au Deutsche Guggenheim de Berlin. Dans sa nouvelle série de pièces intitulée Amusement facile et terré, Easy Fun et Terril, commandée par le non moins important Deutsche Guggenheim de Berlin, denrées alimentaires, mode vestimentaire et divertissement sont largement conviés. L'ensemble, composé de 7 peintures de grand format, est saturé d'énormes coulées de chocolat, de délicieux sandwichs avenants, d'humides lèvres peintes, de déguisements de Halloween ainsi que d'images de vertigineux voyages de montagnes russes. Koons élabore là des collages numériques hétéroclites à partir de reproductions scannées, extraites de publications illustrées, de photos personnelles et d'images familières. Inlassablement, les œuvres se repaissent d'iconographie publicitaire aimant à délivrer, selon les propos de ce musée, une sensation d'excès et d'effervescence. Confrontant des fragments de gros plans, précise la Fondation Guggenheim, l'artiste traite des thèmes sous forme d'images intentionnellement opaques et planes qui semblent nier toute tentative de critique sociale ou d'implication psychologique spécifique. Il préfère la satisfaction personnelle absolue qui chante l'attraction et le désir sexuel adulte, ainsi que la consommation infantile et insatiable de la culture populaire. 4. Enfin, dernière consécration fastueuse avec pas moins de 15 œuvres de Jeff Koons exposées dans les grands salons, Salon de Mars de l'Abondance et de la Paix, du Palais de Versailles de septembre 2008 jusqu'en décembre de la même année. Les moyens et justificatifs du kitsch, l'ironie. Dans cette recherche, il convient de mettre à jour comment le kitsch a été accouplé à l'ironie.
L'ironie étant un des critères fréquemment utilisés pour justifier la réhabilitation du kitsch comme instrument de démocratisation de l'art, en y introduisant les formes du lot. On le sait depuis Adorno, le kitsch est une attitude jugée incompatible avec la solennité de l'art traditionnel comme de l'art moderne. Aujourd'hui, certaines œuvres ou productions, comme certains discours en effet, s'entendent cependant à présenter le kitsch sous la houlette d'un amusement, d'une transgression savoureuse, le comble de l'humour, et même au comble du détachement, du cynisme sain. Bref, le kitsch est présenté sous l'angle d'un certain second degré, une distanciation de bon augure. En un mot, une stratégie, dira l'artiste Wim Delvoye. Le mot est bien choisi. Comprenons là qu'il s'agit de la stratégie de séduction propre au divertissement, destinée au plus large public et dont le postmodernisme se fait le héros éloquent et persuasif. Le kitsch est désormais désacralisateur. Pour bien prendre la mesure de ce caractère désacralisateur du kitsch, il importe de rappeler un acte fondateur du postmodernisme. Robert Venturi et son épouse Denise Scott Brown, initiateurs du postmodernisme par le biais du kitsch lavégasien, conscients de la fin de vie du principe moderniste less is more, autrefois asséné par Mies van der Rohe, ont fondé cette nouvelle esthétique sur le constat selon lequel, bien que méprisante, elle avait le pouvoir de susciter émerveillement et épanouissement dans les masses populaires cis. Pour sa part, en 2002, le philosophe Bruce B. Gossett montrait la finalité de cette désacralisation en retirant de la lecture de Learning from Las Vegas l'idée que Venturi et Scott Brown avaient voulu et brillamment réussi, alors que le pop déjà se fanait, à vivifier la haute culture par un détour dans celle de masse. Le kitsch, un phénomène esthétique marquant la rupture entre modernité et postmodernité. À l'analyse des discours tenus sur l'œuvre de Jeff Koons, on remarque que la critique d'art américaine actuelle qui la soutient se prête admirablement aux impératifs idéologiques états-uniens. Cette critique, tout en soulignant son adhésion à voir s'exprimer l'esprit consommateur d'émotions enfin flatté, ne peut s'empêcher d'approuver surtout la négation de toute tentative de critique sociale. Cet aspect fondamental renvoie irrémédiablement aux conditions historiques désormais connues dans lesquelles s'est épanoui l'expressionnisme abstrait de l'école de New York. Plus encore, cette critique affirme la fonction plus idéologique qu'esthétique dévolue à la critique d'art. C'est la raison pour laquelle il m'apparaît important d'aborder la rencontre de l'art contemporain et du kitsch comme inéluctable. En effet, la culture populaire à laquelle cette critique d'art se montre tant attachée fait état de la suprématie de l'industrie culturelle et du divertissement. La critique d'art enthousiaste, en tout état de cause, estime positivement l'intégration d'images médiatiques, publicitaires, enfantines ou de divertissement dans les œuvres citées, trouvant là une rencontre féconde entre l'art et son contexte, l'art et l'esthétique populaire, l'art et les valeurs nationales, l'art et son cadre idéologique. Ce qui, par confrontation et comparaison avec l'art des avant-gardes du XXe siècle, marque, semble-t-il, un écart conséquent, si toutefois on accepte de revenir et de dépasser la supposée continuité d'esprit, appelée filiation duchampienne, au prétexte d'y recenser des principes esthétiques comparables à l'ironie, le renversement et le déplacement. Force est de convenir que le contenu de l'ironie duchampienne ne correspond pas à celui qui est au travail dans les œuvres d'un Jeff Koons. Une telle orientation esthétique kitsch en art, aussi officiellement soutenue et diffusée, ne va pas sans témoigner d'une forme d'opposition à la pensée artistique avant-gardiste marquée du sceau de l'esthétique négative. Plus même, une telle reconnaissance par le champ artistique conduit à s'interroger sur l'obsolescence ou non d'une pensée moins récente, comme celle d'un Théodore Adorno, pour qui le kitsch n'est pas la lie de l'art, ni ses scories, mais une substance empoisonnée qui s'y trouve mélangée. Comment s'en débarrasser est la tâche ardue du présent. Tout aussi opposée apparaît également la position d'un Michel Onfray, pour qui le kitsch figure un surgeon de l'art contemporain qui exprime la quintessence de la perversion, car il sublime l'objet trivial, banal, commun, vulgaire, au nom d'un message qu'il est censé délivrer. Étoffant son point de vue, le philosophe hédoniste poursuit : une porcelaine animalière vernissée et colorée de pigments primaires détournés du magasin discount d'où elle provient devient, par la grâce de l'onction intellectuelle, le discours tenu sur elle, l'une des modalités de la vérité esthétique de notre époque. 8. Le milieu de l'art, continue-t-il,
organise donc bien souvent la mise en scène des objets que la publicité s'évertue à promouvoir dans son coin. À l'évidence, la mise en confrontation de la critique d'art, turiféraire du kitsch et de philosophes esthéticiens, ne sacrifiant pas à la célébration de cette sensibilité, offre le précieux avantage de faire apparaître des dissensions manifestes. Il se dégagerait même de cette enquête que le kitsch divise bien au-delà des positions esthétiques. Revenons ainsi sur un aspect important soulevé par le philosophe contemporain, Michel Onfray, à propos de la question de la vérité esthétique. 1. Les mises en scène d'objets faisant de l'art et la publicité des espaces analogiques. On sait que l'œuvre de Jeff Koons, en puisant au réservoir de l'imagerie populaire entendue comme pouvant avoir trait à la publicité, l'enfance, le sexe, l'amour, la religion, est le plus souvent présentée et interprétée comme s'inscrivant dans l'héritage post-Duchampian. Or, à y regarder de près, cette première filiation paraît quelque peu usurpée pour peu qu'on se souvienne que les objets de Duchamp ont été choisis pour leur sens restreint, étriqué, mince, inframince. Une roue de bicyclette ou un porte-bouteille ne dit-il pas au mieux le niveau de technicité de la civilisation de laquelle l'objet émane ? Au pire, que l'objet prélevé renvoie à sa plus grande inutilité, une fois qu'il se trouve privé de son contexte et de toutes ses fonctions. Ainsi le message délivré par l'objet choisi est réduit à son plus élémentaire sens commun. Pour Duchamp en effet, la pauvreté sémantique et esthétique de l'objet était fondamentale. Le choix, devait-il écrire plus tard, était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, une anesthésie complète. L'artiste inventeur du ready-made était conscient que la réplique d'un ready-made transmet le même message. Autrement dit, que l'opération de transfiguration du banal, pour parler comme un certain Arthur Danto, ne viendrait en aucune façon altérer le message originel du dit objet. La distinction entre le travail de Duchamp et Koons s'avère ainsi, ici, importante en raison de la nature des images de référence. Il semblerait en effet que le postulat d'une tradition duchampienne a trop souvent obscurci la morphogenèse ainsi que le sens des RE accent aigu appropriation, les rendant d'un même mouvement, héritières par définition d'un esprit subversif, critique, corrosif. Or, la nature de l'image de référence devrait être tenue pour fondamentale au risque de révéler des prescriptions contraires à celles d'un Marcel Duchamp et contraires à la démonstration de son geste. Il ressort effectivement que le ready-made, ou l'objet prélevé dans la vie ordinaire, et a fortiori, dans l'iconographie populaire, devrait être l'objet d'une plus grande attention. Ce qui est très frappant dans l'œuvre de Koons, c'est justement un travail artistique qui fait état d'un intérêt réitéré pour l'objet de référence connoté en vertu de sa puissance émotionnelle. Il ne fait guère de doute en effet, que les objets de Koons suscitent chez le spectateur soit la nostalgie de l'enfance sublimée, pensons à ces énormes pupilles fleuries, soit l'empathie envers les valeurs culturelles propres à l'idéologie libérale avec notamment ces objets marchandises, amusements faciles éthérés, et ces images pseudo-disneyennes. C'est pourquoi un esprit critique averti contredirait la proposition de la critique d'art, qui voudrait que Jeff Koons ne travaille qu'à partir des icônes naïves, et tenterait par là de gommer toute dimension idéologique au profit d'une catégorie d'objets culturels familiers, innocents. Autorisons-nous à douter fermement avant de valider la nature naïve des images publicitaires, à l'usage d'œuvres qui dessinent une esthétique kitsch. Repensons à la statuette en céramique ivoire rehaussée de filets d'or d'un Michael Jackson avec son chimpanzé, aux reprises de figures disneyennes, au RE accent aigu appropriation d'images de communication visuelle destinées aux supermarchés incitant à consommer économiquement et éthiquement, hanging art, invitant à consommer de gros gâteaux sculptés comme ces corps de femmes artificiellement normés, ou encore obligeant à consommer les mises en scène érotiques exagérément paradisiaques avec la célèbre Cicciolina. Qui pourrait alors nier l'invitation à rencontrer ces fameuses icônes naïves, d'un absolu douceâtre, livrées dans toute leur prolixité, répétant les mêmes messages à l'imaginaire contemporain que vampirise âprement le monde marchand. Or, la question à soulever concerne bien la perversion de la nature et de la fonction des icônes naïves, accordées soudainement aux images ordonnées par l'industrie. L'environnement familier, devenu urbain et publicitaire, et par la même occasion, objet privilégié d'une spéculation outrancière, pourrait-il être rattaché à cette idée déconnectée qu'est la naïveté lorsqu'il s'agit d'images aux intérêts énoncés ?
On conviendra que la critique d'art promotionnelle, par ses habiles glissements sémantiques sur l'œuvre de Jeff Koons, s'aligne plutôt sur des techniques de marketing lorsqu'elle se livre à un travail de persuasion pour caresser les réactions affectives que peuvent susciter ces fausses images naïves. Chacun sait par la pratique ordinaire que l'image publicitaire ou l'image de communication, élaborée par l'industrie culturelle, comme celle d'un chanteur ou d'une star, est tout sauf ignorante de ses buts. Et si toutefois son existence ne reposait que sur la seule raison de vendre, elle serait suffisante pour démontrer que ces images ne peuvent présenter ni gaucherie, ni naïveté. Cela étant, si la question de la vérité esthétique, comme le dit Michel Onfray, tient à ce qu'énonce la critique d'art, on conviendra de l'importance du discours tenu sur l'œuvre puisqu'il vient canaliser la lecture, jusqu'à l'orienter. Agissant comme une véritable lettre de crédit, selon Nathalie Heinisch, on s'accordera à déceler également dans le discours de la critique un élément idéologique répétitif supplémentaire constitutif de la légitimation de l'objet d'art ainsi que du lieu d'exposition, rendant assurément indiscutable l'actuelle sensibilité kitsch en art. En guise de conclusion, l'œuvre de Koons s'avère, au regard des œuvres qui partagent la même sensibilité artistique, une œuvre symptomatique du syncrétisme ambiant et dominant. Travaillant sous l'emblème de la rencontre du high et du low, l'artiste américain mais également Pierre et Gilles et bien d'autres artistes contemporains, chinois, indiens, africains, mettent en scène des catégories contradictoires, sapant tout sens historique et idéologique, comme le fait l'idéologie du libéralisme. Ainsi, le jeu artistique ici en vient mettre sur un même support des références catholiques et porno-gays, communistes et libérales, aristocratiques et populaires, colonisées et pop, ethnologique et technologique, artisanale et industrielle, érotico-sexuelle et amour à l'eau de rose. D'une rive à l'autre du globe, ne voit-on pas des œuvres usées pêle-mêle de haireuse accent aigu appropriation de stéréotypes culturels, issus de l'industrie de la communication, de la publicité, de la propagande politique, reproduisant à l'envi clichés et catégories préconstruites? La rencontre, un irréversible basculement. Dominique Berthet. Le terme « rencontre », couramment utilisé, est en réalité d'une complexité sémantique plus importante qu'il n'y paraît. Imprévisible, la rencontre engage sur une multiplicité de possibles. La rencontre est définie à la fois comme un coup de dé et un combat, XIIIe siècle, comme une circonstance fortuite par laquelle on se trouve dans telle ou telle situation, XIVe siècle. Comme renvoi synonymique on trouve coïncidence, conjoncture, hasard, occasion, occurrence. Dans une seconde acception, au XVIe siècle, la rencontre est le fait pour deux personnes de se retrouver en contact, d'abord par hasard, rencontre inattendue, puis d'une manière concertée ou prévue, entrevue, rendez-vous. Le terme rencontre désigne donc deux faits distincts, la rencontre fortuite et la rencontre arrangée, ménagée entre deux personnes. La rencontre renvoie aussi au fait d'aller vers quelqu'un qui vient, d'aller au-devant. On parle encore de mauvaise rencontre pour désigner la rencontre d'un malfaiteur ou d'une personne dangereuse. Pour ce qui est du combat, la rencontre est l'engagement imprévu entre deux forces ennemies et par extension elle désigne toute espèce d'engagement ou combat singulier tel que le duel. La rencontre peut être brutale, relever du choc, de la collision, du heurt. Elle concerne aussi le monde du sport pour désigner une compétition, une rencontre sportive. Enfin évoquons la rencontre-jonction, telle la rencontre de deux cours d'eau ou de deux lignes, le point de rencontre neuf. Parmi ces différents sens, nous retiendrons ce qui est de l'ordre de la rencontre marquante et déterminante. Nous n'accorderons le terme de rencontre qu'aux événements qui entraînent une modification du cours des choses, qui bouleversent un état, qui font basculer l'existence. Nous laisserons donc de côté la rencontre prévue, préméditée, organisée, de même que l'action qui consiste à aller au-devant de quelqu'un. C'est la dimension fortuite de la rencontre que nous retiendrons avec tout ce qu'elle implique d'accidentel, d'imprévu, d'inattendu, d'inopiné, d'impromptu, de soudain. Nous nous intéresserons aussi aux conséquences qu'une telle rencontre peut produire. La rencontre est quelque chose à la fois d'énigmatique et de troublant. À l'échelle d'un peuple ou d'un individu, elle engendre d'imprévisibles effets. La rencontre-collision suivie d'une donnée nouvelle. La rencontre est tout autant associée à l'éblouissement, à l'enthousiasme, au vertige qu'au désastre, à la catastrophe, au drame. La raison en est que la rencontre renvoie aussi bien à une conjonction heureuse qu'au combat entre deux ennemis,
deux peuples, deux nations. L'histoire fournit des exemples en nombre. Les expéditions maritimes furent autant de conquêtes de territoires, les voyages de découverte furent autant de soumission et d'extermination des populations indigènes. Il s'agit de la rencontre-conquête, de la rencontre-collision, de la rencontre terrifiante, de la rencontre fatale, de l'histoire avec sa grande hache, disait Georges Perec. La rencontre est alors un séisme, un cataclysme. Bouleversement, ébranlement, choc, commotion. Sauvagerie, barbarie, cruauté. Ces rencontres-là sont des tragédies. L'époque contemporaine n'est pas moins terrible que les précédentes. Au nom de croyances, de religion, en raison de convoitises économiques, de volonté de domination, par vengeance et en représailles, les pires atrocités sont commises. Génocide, crimes contre l'humanité, extermination. Ces rencontres débouchent sur l'horreur. Elles sont une expérience du pire, une expérience de la catastrophe. Certains auteurs observent toutefois dans ces rencontres-collisions de l'histoire, l'apparition d'une donnée nouvelle et imprévisible. L'un d'entre eux, Carlos Fuentes, dans un texte prononcé le 5 octobre 1999 à Paris, à l'occasion de la conférence inaugurale de la chaire d'études mexicaine Alfonso Reyes Diz, retraçait la destinée du peuple latino-américain et faisait référence à l'un de ses anéantissements, expliquant que cette rencontre désastre avait précisément débouché sur une donnée nouvelle. Voyant la naissance comme une blessure possible dans la mesure où il faut quitter le ventre de la mère, blessure cicatrisée par le fait de se trouver vivant dans le monde, l'auteur mexicain fait cette comparaison. Mourir comme est mort l'univers des Aztèques est une blessure qui cicatrise difficilement, mais qui nous a obligés, nous les Mexicains, à construire quelque chose de nouveau, de différent et en même temps fidèle à nous-mêmes, avec le sang jailli par la terrible plaie infligée par les Espagnols au corps de la nation mexicaine. Fuentes expose tout d'abord le mythe mexicain de la création, qui place au plus haut point la parole, et les prophéties qui lui sont liées. Destruction du monde à l'issue de la succession de 5 soleils. Annonce du retour de Quetzalcoatl, le dieu bienfaiteur, à une date bien précise durant ce 5e soleil, date qui correspond à l'an 1519 de l'ère chrétienne. Or, c'est précisément ce jour de Pâques de l'an 1519 que débarqua sur la côte de Veracruz, le capitaine espagnol Hernán Cortés à la tête d'une flotte de 11 navires, d'une centaine de marins, 508 soldats et 16 chevaux, se lançant à la conquête du vaste empire aztèque gouverné par Moctezuma, haï par son peuple. Les Aztèques s'unirent à Cortés pour se débarrasser de leur despote, changeant ainsi de tyrannie. Différents épisodes guerriers confirment que la prophétie de la destruction du 5e soleil s'est réalisée dans le feu et la poudre à canon. L'effondrement de la nation mexicaine va donner naissance à un nouveau soleil qui se lève à l'horizon, par où Quetzalcoatl, en fait Cortés, est revenu. Ce 6e soleil est celui du métissage qui se manifeste en art au travers du baroque. Le sang de la conquête fait jaillir un pays nouveau, à la fois indien et européen. Pas seulement espagnol, mais à travers l'Espagne méditerranéen, grec et romain, arabe et juif, déclare Fuentes. Étrange phénomène donc de simultanéité de la mort et de la naissance qui, pour reprendre les termes de l'auteur, fait de la conquête un événement cruel, sanglant, criminel, catastrophique, mais non stérile. En conclusion de son texte, après avoir analysé la révolution mexicaine et la situation économique et sociale de l'actuel Mexique, résumant sa pensée, il déclare qu'il ne faut pas avoir peur des contacts entre les cultures. Isolées, elles meurent. Seules les cultures en communication avec d'autres cultures restent en vie. De son côté, le poète et écrivain mexicain Octavio Paz, allant dans le même sens, déclarait déjà en 1950 que toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations, de l'obsession de leur pureté. Le drame des Aztèques, comme celui des Incas, est né de leur isolement total. Impréparées à confronter d'autres normes que les leurs, les civilisations précolombiennes se sont volatilisées dès leur première rencontre avec l'étranger. 11. Le baroque est donc pour les Mexicains l'art du 6e soleil, soleil sexuel du métissage, plexus solaire de l'émotion, dit encore Carlos Fuentes 12. Au Mexique, le baroque se dégage des influences aztèques et espagnoles pour devenir un art proprement mexicain. De même au Brésil, les Africains, les Indiens, les Portugais trouvent dans le baroque une expression spécifique. Pris comme source par le modernisme brésilien, il continue jusque dans la création contemporaine.
Le baroque dans ce pays est généralisé, mais diversifié. Il y a autant de baroques qu'il y a d'États ou de villes. Angelo Osvaldo, commissaire brésilien de l'exposition Brésil baroque, Entre ciel et terre 13, parlera d'ailleurs d'un archipel baroque. Le baroque caractérisé par l'exubérance, le dynamisme, la prolifération, la profusion, l'accumulation, la répétition, l'emmêlement, l'enroulement, etc., est un art populaire aux influences multiples. Ouvert, dynamique et malléable, on le retrouve dans toute l'Amérique du Sud car il s'est adapté aux conditions de chaque pays. Pour ce qui est de la Caraïbe, le baroque est aussi présent. L'écrivain cubain Alero Carpentier par exemple, substitue cette notion à celle de réel merveilleux, qu'il avait utilisée antérieurement pour rendre compte de l'univers magique de la Caraïbe. Le baroque caractérise pour lui un style dans lequel une identité américaine se reconnaît. Point de vue partagé par le philosophe martiniquais René Ménil, qui note lui aussi la présence de baroque dans les œuvres des artistes et des auteurs antillais 14, et voit dans le baroquisme une des catégories de l'esthétique aux Antilles. Puisque nous venons de citer René Ménil, faisons référence à celui avec lequel il a fondé en 1941 la revue Tropique, Aimé Césaire. Sur la question du métissage culturel, Aimé Césaire et son condisciple Léopold Sédar Senghor, tous deux pères de la négritude, ont des points de vue opposés. Le premier refuse tout mélange des cultures dans lequel il voit une menace, tandis que l'autre valorise cette notion. Lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à la Sorbonne en 1956, Césaire affirme qu'il n'y a de culture que nationale, 15, et que c'est parce qu'une culture n'est pas une simple juxtaposition de traits culturels qu'il ne saurait y avoir de culture métisse, 16. Cette réticence vis-à-vis du métissage est justifiée par la nécessité de préserver les identités culturelles, face à ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation et la globalisation. En 1987, Césaire déclare « Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.